En ce moment, j'aime bien parler des trous noirs. C'est un sujet vaste, intéressant et effrayant à la fois. On peut définir ces objets en quelques critères seulement, mais ils sont tellement extrêmes qu'à côté on se sent tout petit. Parmi les multiples questions à leur sujet, certaines reviennent assez fréquemment. Par exemple, d'où vient un trou noir? Est-ce que c'est dangereux si l'un d'entre eux s'approche de la Terre? Et surtout, quel est le plus gros trou noir jamais découvert? Et cette dernière question n'a aucun sens, parce que tous les trous noirs ont exactement la même taille. Aucune. Un trou noir est le résultat de l'effondrement du cœur d'une étoile supergéante en fin de vie. Les couches extérieures rebondissent et provoquent la supernova. Mais les restes encore en place finissent par se contracter tellement fort que la densité devient infinie. Le cœur va courber l'espace-temps à la vitesse de la lumière et créer une singularité gravitationnelle. Cette singularité possède une masse qui se comporte comme tous les autres objets de l'univers. Sauf qu'elle n'a pas de volume. Elle est infiniment petite et par conséquent, sa densité aussi. L'espace-temps est déformé à l'infini et ça provoque quelques effets bizarres. Un trou noir en lui-même n'est pas spécialement dangereux si on ne s'approche pas trop près de lui. Mais à partir d'une certaine limite, la vitesse nécessaire pour s'en échapper est plus rapide que la lumière. Et comme aucun objet physique ne peut accomplir cet exploit, tout est destiné à tomber vers le trou noir. Ce point de non-retour est matérialisé par une sorte de bulle immatérielle qui est complètement noire parce que même la lumière ne peut pas s'en échapper. C'est l'horizon des événements. Il possède un volume et sa taille de référence, c'est son rayon que l'on appelle le rayon de Schwarzschild. Et c'est ça que les gens prennent en référence. C'est pas la taille du trou noir, c'est la taille de son horizon. C'est cette bulle immatérielle où n'importe quel objet qui le franchit, que ce soit physique comme la lumière, ne peut pas revenir en arrière. Et ça, c'est ballot. D'ailleurs, contrairement à ce que l'on peut penser, l'horizon n'est pas la surface du trou noir, mais juste un point de non-retour, puisque l'espace-temps est courbé à la vitesse de la lumière. En franchissant cette sphère, si vous êtes encore vivant, vous n'êtes pas englobé par l'obscurité. La lumière du reste de l'univers derrière vous continue d'atteindre votre rétine. Mais d'un point de vue extérieur, vous n'existez plus. Et il y a aussi le disque d'accrétion qui tourne autour de l'horizon des événements sans pour autant s'en approcher. C'est de la matière et de la lumière qui est piégée et qui est condamnée à orbiter quasiment indéfiniment. C'est vraiment pas drôle un trou noir. T'es piégé, tu cesses d'exister, c'est vraiment le mauvais plan quoi. Mais alors, si le principe même d'une singularité est qu'elle n'a pas de volume, qu'elle a une densité infinie et qu'elle courbe l'espace-temps à l'extrême, comment se fait-il qu'on observe des horizons des événements de différentes tailles? Eh bien, c'est parce que tous les trous noirs n'ont pas la même masse. On peut les définir avec 3 critères: la rotation, la charge électrique et la masse de la singularité. Et ouais, un trou noir peut tourner sur lui-même. Ce qui n'est pas surprenant, il garde simplement l'inertie du mouvement de l'étoile supergéante qui venait de s'effondrer. Sa rotation ne s'arrête donc jamais. Si je décidais de comprimer la Terre dans un minuscule espace au point de créer une singularité, sa densité sera infinie, et en fonction de sa masse, son horizon des événements, c'est-à-dire le point de non-retour, aura un rayon de 9 mm. Mais évidemment, notre planète ne se comprimera jamais en trou noir. Aucune force actuelle ne peut permettre ça. Et du coup, plus la singularité est massive, plus le rayon de Schwarzschild devient important. Et du coup, on peut se demander combien pèse un trou noir. Eh bien, c'est très lourd. Merci Sherlock. C'est pas très convaincant comme réponse. Mais en même temps, qu'est-ce que ça change pour vous? Comme pour moi d'ailleurs. Nous ne sommes pas capables de nous représenter de tels nombres dans notre cerveau. Ce n'est pas possible. Tous ces paramètres, la masse, la taille d'un objet céleste. On n'est pas capable de se représenter la taille d'une ville déjà. Alors la masse d'un trou noir, et en plus elles ne sont pas à prendre au pied de la lettre, ce sont des estimations. Plusieurs méthodes sont utilisées, mais souvent on analyse la vitesse des objets célestes autour d'un trou noir. En fonction de leur accélération et leur orbite, on peut calculer son attraction gravitationnelle. Chaque liste est établie en fonction de la méthode utilisée, mais on arrive généralement à des résultats similaires. Mais alors, quelle unité de mesure faut-il prendre? Des kilogrammes? Des pounds? Des patates? La Lune, la Tour Eiffel, une baguette de pain, passe-partout?
Non, mieux que ça. Notre étoile. Le Soleil représente à lui seul 99% de la masse du système solaire. Il pèse environ 1989 quadrillards de kilos, que l'on peut arrondir à 2 quintillons. Un 2 suivi de 30 zéros derrière. Les trous noirs sont beaucoup plus massifs que notre étoile. C'est pourquoi, au lieu d'exprimer toutes ces données en milliards, de trilliards, de je ne sais combien de kilogrammes, autant considérer le Soleil en lui-même comme une référence, que l'on renomme une masse solaire. Par exemple, les supergéantes rouges sont généralement 20 fois plus lourdes que le Soleil. Elles pèsent donc 20 masses solaires. Les plus petits trous noirs stables de l'univers sont directement issus de l'effondrement d'une étoile. Et donc, c'est à peu près dans ces eaux-là, entre 5 et 50 masses solaires. Du coup, leur horizon des événements est tout petit, de quelques dizaines de kilomètres maximum. Il n'y a quasiment pas de disque d'accrétion, ils sont donc pratiquement invisibles. Les trous noirs quantiques sont également envisagés, des sortes de trous noirs microscopiques à l'échelle de l'atome. Mais on n'en a encore jamais découvert et on ne sait même pas si c'est possible. Mais ce que le grand public adore, ce sont les supermassifs. Leur origine est encore sujette à débat, parce que ça part un petit peu dans tous les sens. Ils pourraient se gaver d'étoiles sillonnant leur passage depuis des milliards d'années, ou bien être le résultat d'interactions bizarres juste après le Big Bang. Sagittarius A*, le trou noir au centre de notre galaxie, la Voie lactée, est supermassif. Il est 4 millions de fois plus lourd que le Soleil, et son rayon de Schwarzschild est de 11,8 millions de kilomètres. Mais si vous pensez que c'est une pointure dans son domaine, vous vous trompez lourdement. M87, le trou noir supermassif de la galaxie du même nom, et dont vous connaissez tous l'image de 2019, pèse environ 6,3 milliards de masses solaires. Le rayon de son horizon est de presque 19 milliards de kilomètres. Un tel gigantisme englobe aisément le système solaire entier. Faut dire, il est 1000 fois plus grand que Sagittarius. Mais bon, on peut encore faire mieux. Sagittarius n'est qu'un grain de sable à l'échelle de l'univers. M87, un vulgaire caillou. Pourquoi se contenter de cailloux lorsque l'on peut arpenter des montagnes? En mars 1970, le réseau radiotélescopique de Bologne, en Italie, détecte une source d'émission radio dans le cosmos lointain. Cet objet céleste, extrêmement massif et lumineux, est identifié comme un quasar. L'observatoire McDonald, au Texas, utilisera son spectre optique pour analyser les émissions de lumière. C'est typique d'un quasar puissant, rejetant une quantité infernale d'ondes radio, signe qu'il y a quelque chose d'intéressant à l'intérieur. En vérité, c'est l'un des quasars les plus lumineux jamais observés dans l'univers. Mais sa magnitude depuis la Terre est très faible. Bon, il faut dire, il est quand même extrêmement loin, à plus de 10,4 milliards d'années-lumière. C'est-à-dire que la lumière qui nous parvient de ce quasar a été émise il y a plus de 10 milliards d'années. Mais la magnitude, comme je l'ai dit, est relative à la Terre. Ça n'en dit rien sur la quantité réelle de lumière produite. Bah ouais, une étoile, c'est brillant. Vous êtes aveuglé par sa lumière si vous approchez trop près. Alors que dans le ciel, la nuit, des étoiles en observent plein. Mais parce qu'ils sont très loin, ce ne sont que des petits points lumineux. Et bah le quasar, c'est à peu près pareil. Sauf que lui, il joue pas dans la même catégorie. TON 618, c'est son nom, produit autant de rayons lumineux que 140 000 milliards de soleils. Et comme il est beaucoup plus petit que la Voie lactée, il en devient proportionnellement plus brillant. Un quasar aussi vénère n'arrive jamais seul, il est toujours accompagné d'un trou noir supermassif en son centre. Et on s'est rendu compte que les gaz orbitant autour atteignent des vitesses anormalement rapides, de l'ordre de 7000 km par seconde. Bien entendu, restez suffisamment loin d'un trou noir et il ne se passe rien pour vous. Mais la force gravitationnelle de TON 618 est juste exceptionnelle, démente. Et avec quelques autres paramètres, on peut estimer sa masse. Le résultat en est presque glaçant. TON 618 pèse l'équivalent de 66 milliards de masse solaire. C'est 15 000 fois plus lourd que Sagittarius. À ce compte-là, autant parler de trous noirs hypermassifs. Le rayon de l'horizon des événements de TON 618 approche les 190 milliards de kilomètres.
Ça fait 400 milliards de kilomètres de diamètre, en gros. Et son disque d'accrétion, couplé du quasar autour, rejette tellement d'énergie qu'il est, proportionnellement, 35 000 fois plus brillant que la Voie lactée. Tout ceci est absolument inimaginable pour le cerveau humain. Donc le meilleur moyen de se le représenter, c'est de faire des comparaisons avec une échelle humaine qui soit compréhensible. Si la Terre était une balle de tennis, l'horizon des événements de TON 618 ferait la taille de la Lune. De nombreux curieux ont déjà tenté de reproduire le système solaire à l'échelle dans le désert américain en comparant la Terre avec une petite bille. Le Soleil fait la taille d'une Swiss ball et Neptune se trouve à plusieurs kilomètres. Tiens d'ailleurs, Neptune, excellente transition. Sa distance avec le Soleil nous rappelle à quel point le système solaire est principalement composé de vide, et que les distances entre les objets sont énormes. Mais bon, à l'échelle de ce que je viens de vous montrer en termes de trous noirs, pour eux, ça ne transpire pas le gigantisme. Voici l'orbite de Neptune. 28 milliards de kilomètres de circonférence. Et voici, en comparaison, l'horizon des événements de TON 618. Si vous ne le voyez pas apparaître, c'est normal. Il faut juste prendre le temps de dézoomer. Et voilà. Ça, c'est le trou noir le plus massif de l'univers. En ce moment, TON 618 est particulièrement médiatisé, alors que pourtant, ça fait quand même un demi-siècle qu'on a découvert son quasar, et que sa masse a été calculée depuis plusieurs années. S'il refait surface aujourd'hui, c'est parce que la NASA a réalisé cette vidéo d'animation montrant, à l'échelle, la taille de l'horizon des différents monstres de l'univers. Le Soleil paraît minuscule à côté de ces géants qui ne jouent pas du tout dans la même catégorie. Bon, là c'est bon, je pense qu'on a atteint le plafond. Je veux dire, on peut pas trouver quelque chose de plus gros. TON 618 est sur un siège éjectable. En effet, il pourrait laisser sa place à un autre trou noir, celui de l'amas du Phénix, également à plusieurs milliards d'années-lumière. Phénix A, c'est son nom, pourrait peser 100 milliards de masse solaire, explosant ainsi le record de son confrère. Sa singularité, au volume inexistant mais avec une densité de matière infinie, exercerait une force de gravité démentielle, comme on n'en a jamais vu. Son horizon des événements pourrait atteindre 1200 milliards de kilomètres de diamètre. C'est tellement grand que la lumière mettrait 2 mois et demi à en faire le tour. Oui, une circonférence de 0,2 années-lumière. Y a-t-il réellement une limite à la masse des trous noirs? Peut-être. D'ailleurs, les données de Phénix A ne sont pas confirmées et pourraient également être revues à la baisse. Ces objets sont extrêmement loin et par extension, extrêmement vieux. Comment se fait-il qu'ils aient pu amasser autant de masse en si peu de temps? Mystère. Parce que là, il suffit pas simplement de manger des étoiles pendant des milliards et des milliards d'années, non. L'univers était encore très jeune. Donc comment ils ont fait? On ne sait toujours pas. Mais en attendant de percer de nouveaux mystères, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, partager mon travail, mettre un petit pouce bleu, un commentaire, activer la cloche et surtout regarder mes autres vidéos. À la prochaine.